Sherlock Holmes, acte 2. Décor. Le cabinet du professeur Moriarty. C'est une vaste pièce souterraine, avec des murs en pierre et un plafond en forme de voûte. Elle donne l'idée d'une ancienne cave convertie en un bureau confortable où rien ne manque des perfectionnements modernes. Pas de fenêtre. Au fond, large et massive porte de chêne, bardée de fer, donnant dans un corridor dont on voit la muraille. Cette porte présente toute une combinaison de verrous et de fermetures qui manœuvrent comme il sera décrit dans la suite de l'acte. Les murs du cabinet sont revêtus, un peu plus qu'à hauteur d'homme, d'une boiserie de chêne. Sur cette boiserie, des cartes d'Angleterre, de France, d'Allemagne, de Russie. Un plan de Londres, marqué de rouge en certains endroits. À peu près au milieu du théâtre, incliné sur la droite, un énorme bureau rempli de livres, de papiers, de dossiers de toutes sortes. Un pupitre pour écrire debout occupe toute la partie gauche du décor, couvert de livres de commerce. Un haut tabouret permet d'y écrire assis. Téléphone, tube acoustique, toute une série de boutons de sonnette sur le bureau. À droite, une cheminée avec un feu de charbon. Encore tout un jeu de sonnettes à côté de la cheminée. Fauteuil de cuir, pendule. À droite, après la cheminée, une porte percée d'un petit Judas. Le professeur Moriarty est assis à son bureau. Il dépouille son courrier du matin, lettres, télégrammes, papiers de toutes sortes. C'est un homme entre deux âges, avec une tête étrange au front énorme. Son visage exprime une énergie extraordinaire et une remarquable force intellectuelle. La mâchoire est proéminente, les sourcils abondants. Une obscurité relative règne dans la pièce. Seule sur le bureau brûle une lampe électrique projetant sa lueur sur le visage de Moriarty. Scène 1. Moriarty, puis Basic. Un silence au lever du rideau. Moriarty appuie sur une sonnette dont on entend au dehors le tintement. Une sonnerie différente, en réponse à cet appel, résonne 2 fois. Il prend le tube acoustique et le porte à sa bouche. Moriarty parlant dans le tube. « Quel numéro ?» Il porte le tube à son oreille, écoute, puis le reporte à sa bouche pour parler. « C'est bien. » Il laisse tomber le tube, appuie fortement sur un levier de fer placé à sa portée près du bureau. Un des verrous de la porte glisse sur lui-même avec un bruit impressionnant. Entre Basic. Il marche doucement, si doucement qu'on entend à peine le bruit de ses pas. Il referme la porte et reste debout, devant elle, dans une demi-obscurité. Moriarty. « Ah, Basic. Avez-vous des nouvelles de ce vol de bijoux à Dieppe ?» Basic. « Pas encore, monsieur. » Moriarty. « Tous les autres rapports de la journée d'hier sont arrivés. » Basic. « Oui, monsieur. Celui-là seul manque. » Moriarty. « J'ai peur que nous ayons quelque ennui de ce côté. C'est Dixon qui s'est occupé de l'affaire, et je regretterais de le perdre. C'est un de nos meilleurs hommes. Autre chose, qu'y a-t-il de décidé à propos du banquier Davidson ? Basic. Je vous ai préparé une note à ce sujet, monsieur. Il redoit de l'argent sur la dernière opération. Moriarty. Je sais. Quelque chose comme 600 livres sterling, n'est-ce pas ? Basic. À peu près. Moriarty. N'a-t-on pas dit à Fletcher de s'en occuper ? Basic prend une note sur un bloc. Aussitôt que vous aurez encaissé, faites en sorte qu'on se débarrasse de ce Davidson. Je n'aime pas les mauvais payeurs. On les achète trop facilement. Qu'est-ce que vous savez sur cette affaire de faux billets de banque qu'on nous proposait de Boston ? Cela vaut-il quelque chose ? Basic. Pas un penny, monsieur. Toute la combinaison n'est qu'un piège. Moriarty. Je m'en doutais. Basic. Une souricière tendue et mise en œuvre par un malin. Moriarty. Mais nos lettres et nos instructions ? Vous avez pu remettre la main dessus et les détruire, je suppose.
Basique. Cela a été impossible. Notre représentant a disparu tout à coup et tous les papiers avec lui. Moriarty. Ce doit être encore un tour de Sherlock Holmes. Et le procès Arlington? Notre avocat a-t-il pu avoir une remise? Basique. Non, monsieur. Elle a été refusée et l'affaire se présente mal. Vous savez que c'est pour mardi prochain. Moriarty. Je me demande quelle influence, là encore, a pu agir contre nous. Sur les juges. Basique. Parbleu, toujours la même. Sherlock Holmes. Moriarty. Encore cet homme. Il n'y a pas à dire, c'est une guerre sans merci qu'il nous a déclarée. C'est moi qu'il vise. Avec un sourire sarcastique. Mais il joue un jeu dangereux. Sir Reginald Dobson, le chef de la police, a voulu en tâter il y a 17 ans. Et Sir Reginald Dobson est mort. L'année dernière, son successeur Anderson s'est avisé de recommencer. Depuis quelque temps, on n'entend plus parler d'Anderson, n'est-ce pas? Basique. Non, monsieur. Moriarty. Ce Sherlock Holmes est un habile homme. Il espère me compromettre dans cette affaire Arlington. Mais, entre aujourd'hui et mardi, il coulera de l'eau sous le pont de Westminster. Ce Holmes ignore donc qu'il n'y a pas une rue à Londres où il pourra passer en sûreté si je murmure seulement son nom à l'oreille de Fletcher. Basique. Ah, monsieur, dites-le, et finissons-en avec cet homme. Moriarty, sévèrement. Ai-je l'habitude de vous demander conseil sur ce que j'ai à faire? Faites-moi le plaisir de ne répondre que lorsque je vous interroge. Non. Avant d'en venir à cette extrémité avec le sieur Sherlock Holmes, je veux m'offrir la satisfaction d'aller lui rendre visite moi-même, quand ce ne serait que pour avoir le plaisir de faire sa connaissance. C'est, je crois, dans Baker Street qu'il demeure. Basique. Oui, monsieur, 123 Baker Street, au coin de la petite ruelle de Frogmorton. Moriarty. Il vous est facile de vous assurer du voisinage de façon à être les maîtres absolus, pendant 1 heure, du pâté de maison qui entoure la sienne. Basique. Seulement. Moriarty. Quoi? Nous avons fait ça bien souvent. Éloigner les policemen, sous un prétexte quelconque. D'un côté, une femme qui se trouve mal et qu'on transporte chez le pharmacien. Un accident de voiture de l'autre. Un homme, à nous, à chacune des portes, sur un rayon de 100 mètres. Attirez les serviteurs de M. Holmes hors de chez lui et retenez-le pendant le temps que durera ma visite. Ce sera pour ce soir. Cet homme m'intéresse. Il est remarquablement intelligent et je veux lui offrir la possibilité de tirer son épingle du jeu en gardant la vie sauve. S'il refuse de s'arranger, alors tant pis pour lui. Il a sorti d'un tiroir 2 revolvers, les compare, en met un dans sa poche et replace l'autre où il l'a pris. La sonnerie d'un des téléphones placés le long du pupitre de gauche retentit. Moriarty fait signe à Basique d'aller voir ce dont il s'agit. Celui-ci se lève et approche le récepteur de son oreille. Moriarty, toujours à son bureau, continue à examiner ses papiers. Basique, parlant et écoutant au téléphone. « Oui, c'est bien moi, Basique. Qu'est-ce qu'il me demande ? Bribes. Ah oui, oui. Faites-le attendre. Il veut savoir si j'ai reçu son télégramme d'hier soir ? Parfaitement. Priez-le donc de venir me parler lui-même au téléphone. Une pause. Bonjour, Bribes. Oui, j'ai bien reçu votre télégramme, mais je suis occupé pour le moment. Il faudra que vous patientiez. Qui ? Il semble devenir tout à coup très attentif. Allons donc. Vous en êtes sûr ? Attendez 1 minute. Il laisse le téléphone et s'adresse à Moriarty. Voilà du nouveau, monsieur. Bribes est là-haut pour me parler d'une affaire qu'il voudrait nous confier. Et il dit qu'il a précisément contre lui, comme adversaire dans l'opération, Sherlock Holmes. Moriarty, très intéressé. Vraiment ? Demandez-lui ce dont il s'agit. Basique va reprendre le téléphone. 1 minute. Basique s'arrête. Dites-lui plutôt de descendre ici. Basique, surpris. Dans votre cabinet ?
Mais personne ne vous a jamais vu. Personne ne vous connaît. C'est la base de tout votre système. Et c'est cette prudence qui fait notre sûreté depuis des années. Moriarty. Rassurez-vous, Bribes ne me verra pas. C'est vous, Basique, qui causerez avec lui. J'écouterai simplement de la pièce voisine. Ce bureau est le vôtre. Vous comprenez ? Le vôtre. Moi, montrant la droite, je serai là. Basique. Bien, monsieur, c'est compris. Au téléphone. C'est toujours vous, Bribes ? Écoutez, j'ai trop à faire pour monter vous parler. Mais vous pouvez descendre me voir. Un temps. Vous dites qu'il y a du monde avec vous ? Quelle sorte de gens ? Il écoute un moment, puis s'adresse à Moriarty. Il dit qu'il est avec 2 personnes, un homme et une femme, les Horlebar, qui sont intéressés dans l'affaire et qui tiennent absolument à assister à son entrevue avec moi. Moriarty. Oui. Eh bien, qu'ils descendent aussi. Basique, au téléphone. Bribes, priez donc Fletcher de venir au téléphone, s'il vous plaît. Une pause. C'est vous, Fletcher ? Baissant la voix. Les gens qui sont avec Bribes, quels tourneront-ils ? Examinez-les attentivement. Un temps. Rien de louche ? Non. Eh bien, faites-les descendre et amenez-les ici en leur faisant faire le tour par le souterrain. Oui, ici même. Seulement, surveillez-les le long du chemin et voyez si vous ne leur trouvez rien de suspect. Vous avez compris ? Il replace le téléphone. Cette affaire-là non plus ne me dit pas grand-chose. Moriarty. Il faut voir. Mais comme Sherlock Holmes s'attaque à tous nos projets, je ne dois rien négliger où il y a la moindre accointance. Qui sait si cette affaire, qui vous déplaît, ne va pas nous fournir, au contraire, le moyen d'en finir avec lui. Un timbre placé à un autre endroit de la pièce résonne 3 fois. Basique. Voici qui annonce la descente de nos visiteurs. Moriarty. Encore une fois, vous avez bien compris. Vous êtes dans votre bureau. Sortant à droite. Pas un mot de moi. Scène 2. Basique, puis Phaeton, puis Bribes, Madge et Horlebar. Après la sortie de Moriarty, Basique s'assoit au bureau à la place du professeur. Aussitôt assis, il sonne, comme Moriarty l'a fait au lever du rideau. La même sonnerie, qui a déjà répondu, résonne 2 fois. Basique, parlant dans le tube acoustique. « Envoyez-moi, Phaeton. » La sonnerie résonne 2 fois. Basique se lève et fait agir le levier qui ouvre le verrou de la porte. Entre Phaeton, qui se tient à la même place que Basique tout à l'heure. Bruit du verrou reprenant sa place dans la serrure quand la porte est refermée. « Phaeton, il va venir ici 3 personnes. Vous vous tiendrez à ce pupitre, comme si vous aviez à y travailler, et vous ne les quitterez pas de l'œil. Au cas où quelque chose dans leur attitude vous paraîtrait louche, laissez tomber votre mouchoir. Si c'est la femme que vous soupçonnez, ramassez-le. Si c'est l'homme, ne bougez plus. » On entend frapper 3 fois à la porte. Phaeton va au pupitre et se met en demeure d'exécuter les ordres de Basique. Celui-ci prenant un autre tube et parlant. « Quel numéro ?» Il écoute. « Les 3 personnes que j'attends sont avec vous ?» Il écoute la réponse, replace le tube à sa place et fait agir le levier qui met en mouvement le verrou. La porte s'ouvre, entre Bribes, introduit par Fletcher, qui reste en dehors, et suivi par Madge et Horlebar. Aussitôt la porte fermée, le verrou glisse dans son alvéole et referme la porte avec un bruit retentissant. Horlebar se retourne surpris et un peu ému de se voir bloqué dans cet endroit singulier. Basique désigne une chaise à Madge. Horlebar est debout derrière elle. Bribes à sa droite. Phaeton au pupitre examine les Horlebar en s'essuyant le front de temps en temps avec son mouchoir. Bribes. « Salut, monsieur Basique. » Basique. « Bonjour, Bribes. » Bribes présentant. « Monsieur et madame Horlebar, 2 bons amis à moi. » Basique.
Enchanté de faire votre connaissance. Orlebar et Madge, un peu interloqués, répondent à son salut. J'ai cru comprendre par le téléphone, Bribes, que vous me disiez avoir contre vous, dans une affaire, l'antagonisme de monsieur Sherlock Holmes. Bribes. Parfaitement, monsieur Basic. C'est bien cela. Basic. Ayez la complaisance de me donner quelques détails. Bribes. Voilà, il faut vous dire que Jim et Madge, hors le bar, que je connais depuis longtemps, ont mis la main à Ostende sur une demoiselle, Miss Alice Brent, dont la sœur a eu jadis une liaison avec un gentilhomme d'un rang tout à fait élevé. Pas seulement un duc ou un marquis. Un numéro 1, vous savez. Naturellement, le galant avait promis le mariage, mais la famille a mis le holà et tout basculé. Elle a même tant fait que l'amoureux a abandonné sa bonne amie. Seulement, il faut vous dire que, pendant qu'il roucoulait avec elle, il lui a donné des bijoux, des photographies. Il lui a surtout écrit des lettres où, comme de juste, il épanchait sa flamme et ne cachait ni ses titres ni son rang. Pour lors, voilà l'amoureuse qui, dans sa douleur d'être abandonnée, se met à tourner de l'œil. Et les lettres, avec le reste du bagage, tombent dans les mains de sa sœur, qui est justement la personne avec laquelle mes amis se sont liés et qu'ils ont amené à Londres, accompagnés de sa maman. Basic à Orlebar. Ah, ces dames sont à Londres? Dans quel quartier? Orlebar. J'ai loué une maison pour les héberger, au coin de Norrington Road. Basic, prenant des notes sur un bloc. Depuis combien de temps habitez-vous là? Orlebar. 18 mois. Basic. Et qu'est-ce qui vous fait croire que ces lettres et ces documents peuvent avoir de la valeur? Bribes. Parbleu. C'est simple. Il y a un mariage, un grand mariage sous roche, pour le monsieur. Alors, on fait des offres pour avoir la correspondance et les portraits. Et c'est pour cela que nous voudrions tant arriver à mettre la patte dessus. Basic. Miss Brent ne les a donc pas emportés avec elle? Bribes. Au contraire. Et voilà justement le point noir. Orlebar. J'avais acheté un coffre-fort pour que la petite y serrât tous les documents, espérant bien pouvoir les en retirer au moment opportun. Mais voilà que la demoiselle a changé sournoisement les lettres de la combinaison. J'ai demandé alors à Bribes de nous prêter ses talents pour ouvrir l'objet. Ça a marché tout seul, mais nous sommes restés stupéfaits en trouvant le coffre vide. La petite Matine avait tout retiré. Basic. Alors, qu'avez-vous fait? Bribes. Au moment où nous venions seulement de nous rendre compte de la chose, on a sonné à la porte. C'était Sherlock Holmes. Basic. Lui? Qui venait chez vous? Orlebar. Chez moi. Quel aplomb, hein? Car enfin, je ne le connais pas. Basic. Les lettres ne sont pas entre ses mains, au moins. Orlebar. Mais si! C'est-à-dire qu'elles y ont été pendant un moment. Seulement, il les a rendues à la demoiselle. Basic. Rendues? Qu'est-ce que cela signifie? Orlebar. Ah, ça, dame. Je n'y ai rien compris. Mais il y a encore un autre point qui m'intrigue. Pendant que ce maudit homme était chez nous, il est survenu un accident en bas, dans la cuisine. Une lampe est tombée d'une table et a tout mis en flammes. Le maître d'hôtel est monté comme un fou en criant « Au feu !» Je suis descendu en toute hâte avec ma femme. Heureusement, quelques seaux d'eau ont suffi pour éteindre ce commencement d'incendie. Scène 3. Les mêmes, Moriarty. Moriarty est entré inopinément par la porte qui est à côté de son bureau. Moriarty. Monsieur Orlebar, je prends votre affaire en main. Tous se retournent avec surprise. Orlebar. Mais, Bribes bas. Tais-toi. C'est le patron. Regarde Basic. Il montre Basic qui s'incline respectueusement. Moi qui ne l'avais jamais vu, en voilà une veine. Moriarty d'un ton bref. Avant tout, la première chose à faire est de vous débarrasser immédiatement de votre maître d'hôtel. Non pas de le renvoyer, entendez-moi, articulant d'une façon significative. De vous débarrasser de lui.
À Basic. Fletcher se chargera de cela aujourd'hui même, à la nuit. Donnez-lui 2 hommes pour l'aider. Monsieur Horlebar enverra son maître d'hôtel à la cave sous un prétexte quelconque. Nos 3 gaillards y seront. Mouvement de Madge. Soyez tranquille, madame. Il n'en résultera pour vous aucun inconvénient. Nous faisons ces choses-là en douceur, sans le moindre bruit, en gens du monde. À Basic. Séraphin est-il occupé? Basic. Il devait partir demain pour New York avec le faux testament du milliardaire Clipton. Moriarty. Clipton va mieux. J'ai reçu tout à l'heure une dépêche me l'annonçant. Séraphin ne prendra que le steamer de la semaine prochaine et il accompagnera Fletcher. Basic. Bien, monsieur. Moriarty. Pensons à quelque chose de plus sérieux. Avez-vous vu ces lettres, ces photographies, ces papiers dont vous parlez? Connaissez-vous leur apparence extérieure, le volume qu'ils représentent? Madge. Oh oui, monsieur, je les ai examinés souvent, maniés même. Moriarty. Pourriez-vous me faire confectionner un paquet de ces différents objets qui ressemblerait exactement à celui que Sherlock Holmes a tenu dans ses mains hier soir? Madge. C'est facile. Moriarty. Je vous enverrai quelqu'un pour vous aider, un gaillard fort habile qui agira d'après vos instructions. Basic. Ce vieil artiste suédois. C'est l'homme qu'il nous faut. Basic. Laufner? Moriarty. Oui. Envoyez Laufner chez Madame Horlebar ce matin à 11h avec vos instructions. Il regarde sa montre. Il est 10h15. Cela vous donne 3/4 d'heure pour rentrer chez vous. Il me faudra ce faux paquet ce soir à 10h. Vous avez donc toute la journée pour le fabriquer à votre aise. Madge. Il sera prêt, monsieur. Moriarty. C'est bien. Basic, expédiez un mot à Jarvis pour lui dire que j'aurai besoin ce soir à Stepney de la chambre du sommeil. Basic. Celle des 2 qui donne sur la rivière? Moriarty. Que Fletcher soit là-bas à 7h15 avec ses hommes. Monsieur Horlebar, je désire aussi que vous écriviez à monsieur Sherlock Holmes une lettre dont on vous dictera les termes. Votre assistance me sera également nécessaire un instant ce soir. Se tournant vers Bribes. Venez me prendre ici à 11h tous les 2. Horlebar. Tout cela est très bien, monsieur, mais vous ne parlez pas des conditions dans lesquelles nous allons traiter. Je ne suis pas sûr que nous tombions d'accord. Moriarty. Moi, j'en suis sûr, car vous n'avez pas le choix. Horlebar, avec colère. Pas le choix? Madge se lève pour le calmer. Phaeton laisse tomber son mouchoir. Basic s'avance, prêt à s'interposer. Moriarty, brièvement. Non, vous ne l'avez pas. D'ailleurs, j'ai l'habitude en affaires d'agir toujours selon mon bon plaisir. Horlebar. Et vous ne me demandez pas si c'est le mien? Basic, devant la colère d'Horlebar, fait un mouvement pour se mettre entre lui et Moriarty. Moriarty, avec un sang-froid absolu. Je me charge de reprendre à Miss Brent les lettres qui sont en sa possession, et je saurai les négocier pour une somme 10 fois plus forte que celle que vous pourriez en tirer. Vous aurez de plus ce soir l'occasion de vendre un bon prix Sherlock Holmes, le faux paquet que je vais faire confectionner. L'argent provenant de ces 2 opérations sera divisé entre nous de la façon suivante. Vous prendrez tout. Je ne prendrai rien. Horlebar, surpris. Rien? Moriarty. Je n'ai pas l'habitude de répéter mes phrases 2 fois. Basic. Mais, monsieur, nous ne pouvons pas traiter sans savoir qui ces lettres visent. Monsieur Horlebar ne nous en a même pas encore informés. Moriarty. Monsieur Horlebar a prudemment agi en ne livrant pas tout son secret. À l'heure qu'il est, il n'aura plus certainement les mêmes scrupules. Madge allant à Moriarty. Monsieur le professeur, nous préférerions ne donner ce renseignement qu'à vous seul. Elle désigne Basic. Moriarty fait un signe à celui-ci qui se retire au fond à côté de Phaeton. Moriarty tend une carte et un crayon à Madge qui écrit un nom et le passe à Moriarty. Celui-ci l'examine avec surprise. Moriarty, surpris. Pas possible. Vous êtes certaine du nom que vous venez d'écrire là? Horlebar. Absolument. Moriarty.
Vous savez alors que c'est une fortune que vous avez entre les mains. Madge. Nous nous en doutons bien. Il n'est pas trop tôt que nous soyons un peu à notre aise. Moriarty. Il est vraisemblable que si j'avais connu ce nom plus tôt, je ne vous aurais pas fait les conditions que nous venons de stipuler. Horlebar. Qu'à cela ne tienne, vous pouvez revenir sur le marché. Moriarty. Jamais. Ce n'est pas dans les usages de ma maison. D'ailleurs, je me considère suffisamment rémunéré si, grâce à vous, je puis écarter définitivement de mon chemin le caillou qui me gêne. Mais voici l'heure du courrier. Monsieur Horlebar, madame, je vous salue. Il salue et met en mouvement le levier qui ouvre la porte. Passy fait signe à Phaeton de reconduire les visiteurs. Tous les deux s'inclinent et sortent, suivis par Bribes et Phaeton. Jeu de scène des verrous qui se ferment derrière eux. Scène 4. Moriarty, Basic. Moriarty. Basic, placez vous-même vos hommes autour de la maison de Sherlock Holmes ce soir. Basic. Vous persistez toujours à aller le voir, monsieur? Moriarty. Plus que jamais. Il tire son revolver. Basic. Et le rendez-vous tient quand même à la chambre du sommeil? Moriarty. Si je n'en finis pas tout à l'heure avec monsieur Sherlock Holmes, nous le rattraperons à Stepney. Enfin, Basic, nous allons donc pouvoir travailler tranquille. Rideau. Il ne doit pas y avoir d'entracte entre cet acte et le suivant, mais un simple changement précipité. Acte 3. Décor. Le cabinet de travail de Sherlock Holmes dans sa maison de Baker Street. Une vaste pièce gaie et simplement décorée. Mobilier confortable, sans recherche exagérée d'élégance. Fauteuil vaste et commode. Cartonnier, un casier à musique. Au mur, plusieurs violons et quelques jolis tableaux avec des cadres simples et de bon goût. Un peu l'aspect général d'un atelier d'artiste. À droite, premier plan, une porte. Au fond, une grande porte communiquant avec la salle à manger. À droite, une cheminée dans laquelle brûle un feu de charbon qui jette dans la chambre une lueur rougeâtre. À côté de la cheminée, un grand fauteuil. Au-dessus de la cheminée, un râtelier de pipes, pot à tabac, etc. À gauche, au fond, sur une table, des ustensiles et des flacons de chimie de tous les formats. À gauche, une très large baie en forme de bow window donnant sur la rue et garnie extérieurement de jardinières garnies de géranium. Au milieu du théâtre, une table avec des cigarettes et des allumettes, des livres, des papiers. Dans le tiroir de cette table, 2 revolvers. Disposer l'éclairage de telle sorte qu'au lever de rideau, tout le théâtre soit dans l'obscurité. Le premier objet visible avant le reste de la chambre sera la lueur rouge du feu. Peu à peu, on découvre Sherlock Holmes, étendu sur le parquet, devant la cheminée, au milieu des coussins de toutes formes. Il est en robe de chambre et en pantoufles, et joue du violoncelle. Pendant que le rideau est baissé, le morceau commence et s'achève une fois le rideau levé. Scène 1. Sherlock Holmes, Billy, jeune groom en livrée, la veste à boutons traditionnelle. Billy, entrant. La cuisinière désirerait savoir si elle peut voir monsieur. Holmes, interrompant son morceau. Où est-elle? Billy. En bas dans la cuisine, monsieur. Holmes. Alors dites-lui que je ne pense pas qu'elle puisse me voir à cette distance-là. Billy. Elle dit qu'elle a besoin de savoir ce que monsieur désire demain pour son déjeuner. Holmes. La même chose que ce matin. Billy. Mais monsieur n'a rien mangé ce matin. Il n'était pas ici. Holmes. Précisément, je ne serai pas non plus ici demain matin. Billy. Ah, bien. C'est tout ce que monsieur désire? Holmes. Tout ce que je désire. On sonne à la porte. Non, Billy, allez voir qui sonne. Billy sort. Un temps. Billy rentrant au bout d'un moment. C'est monsieur le docteur Watson. Monsieur m'a dit qu'il y était toujours pour lui, alors je l'ai fait entrer. Holmes. Vous avez bien fait. Billy, de la porte, annonçant. Monsieur le docteur Watson. Scène 2. Sherlock Holmes, le docteur Watson. Holmes.
lui tendant la main avec cordialité, mais sans se lever. « Bonjour, Watson. »« Bonjour, mon vieil ami. » Watson. « Comment vous portez-vous, mon cher Holmes ?» Holmes. « Très bien. Et je suis heureux de vous voir, mon camarade. Cela me rappelle le temps où nous demeurions ensemble ici, dans cette maison. Tiens, vous avez déplacé votre table de toilette dans votre chambre à coucher ? » Watson. « Comment savez-vous cela ? » Holmes. « Vous avez encore sur le visage à droite quelques poils de barbe. Autrefois, quand vous étiez mal rasé, c'était à gauche. J'en conclus que la lumière vient chez vous d'un autre côté que jadis. Et comme vous n'avez pas pu déplacer votre fenêtre, ce doit être votre table de toilette que vous avez changée de côté. » Watson. « Admirable. » Holmes. « Vous plaisantez ? Un enfant aurait trouvé cela. Et comment se porte Madame Watson ? » Watson. « Très bien, merci. Elle a pris le train pour la France ce matin. » Regardant sa montre. « À cette heure, elle doit arriver à Paris. » Holmes. « Peste. » Watson. « Quoi ? » Holmes. « Vous avez là une bien belle montre. » Tendant la main. « Voulez-vous me permettre ?» Watson, lui tendant la montre. « Volontiers. » Holmes examine. « Elle est jolie, n'est-ce pas ? » Holmes. « Très jolie. Vous ne m'aviez pas dit que votre frère était mort. » Watson. « En effet, je venais vous l'apprendre. » Holmes. « Cette montre. » Watson. « Par exemple. Voilà qui est trop fort. » Holmes. « Pas si fort que cela. Les initiales H.W. gravées sur le couvercle étaient, et si je ne me trompe, celles de votre regretté père. Et cette montre d'ailleurs a été fabriquée il y a une 50aine d'années pour la génération qui précède la nôtre. Comme les bijoux font généralement partie du lot qui échoit dans l'héritage au fils aîné, j'en conclus que cette montre devait se trouver entre les mains de votre frère. Watson. « Soit. Mais comment avez-vous pu deviner qu'il était mort ? » Holmes. « Puisqu'elle vous appartient aujourd'hui, ce ne peut être qu'à la suite de son décès. Il ne vous l'aurait pas donnée. Vous étiez mal ensemble. » Regardant la montre. « J'ajoute que ce frère était un homme insouciant, désordonné. Il avait son avenir assuré, mais n'a pas su en profiter. Il a passé une partie de sa vie dans la misère tout en connaissant, de temps à autre, des jours plus fortunés. En fin de compte, il s'est adonné à la boisson, et il est mort. » Watson. « Oh, c'est mal, Sherlock. Vous avez évidemment fait une enquête sur la vie de mon malheureux frère, et vous en profitez pour avoir l'air d'apprendre ce qui le concerne à l'aide de moyens fantastiques. Car vous n'espérez pas me faire croire que cette vieille montre ait pu vous faire de telles révélations. » Holmes. « Excusez-moi, mon cher, si, cédant à ma vieille manie, je n'ai considéré que le problème en lui-même, sans songer que cette application pouvait vous être pénible. » Watson. « Mais par quel miracle avez-vous pu deviner ? » Holmes. « Je ne devine jamais, Watson. C'est une détestable habitude qui détruit toute logique. Et il n'y a rien de merveilleux dans tout ceci. Je vous ai dit que votre frère n'avait ni soin ni ordre. Regardez ce boîtier tout couturé, tout rayé, ce qui prouve l'habitude de porter dans la même poche des objets durs comme des pièces de monnaie ou des clés. Il ne faut pas être bien malin pour conclure qu'un homme qui en use si légèrement avec une montre de 50 livres sterling n'a pas beaucoup d'ordre. » Watson. « Mais comment savez-vous qu'il était pauvre ? » Holmes. « Les prêteurs sur gage en Angleterre ont l'habitude de graver avec une épingle dans l'intérieur des montres le numéro du reçu qu'ils donnent en échange. Or, il n'y a pas moins de 4 numéros de ce genre sur celle-ci. Preuve que votre frère se trouvait souvent dans une situation précaire et qu'il avait, par moments, des retours de fortune qui lui permettaient de rentrer en possession de son bien. Ce n'est pas tout. En regardant le boîtier intérieur, vous y verrez des milliers d'éraflures autour des trous destinés à remonter la montre. Toutes les montres appartenant à des ivrognes ont des marques semblables. Ils veulent les remonter le soir, leurs mains tremblent et la clé s'échappe. Voilà. Watson. Savez-vous, Holmes, que si vous aviez vécu il y a 2 ou 3 siècles, on vous aurait brûlé comme sorcier ? Holmes. C'est une opération qui m'aurait évité bien des heures d'ennui. Il prend une boîte de cuir de laquelle il tire une petite seringue à morphine à laquelle il ajuste soigneusement une aiguille.
Il remplit la seringue d'une liqueur contenue dans un flacon pris également dans la boîte. Puis il remonte la manche de sa chemise, introduit l'aiguille sous la peau et appuie sur le piston de la seringue. Watson le regarde se livrer à ce manège avec une expression de tristesse, comme un homme qui s'est promis depuis longtemps de ne pas faire d'observation à ce sujet. Watson, amèrement. « Qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? De la morphine ou de la cocaïne ? » Holmes. « De la cocaïne, mon camarade. Je suis revenu à mes amours. » Il replace la seringue et le flacon dans la boîte qu'il referme. Puis, comme s'il sentait déjà l'effet vivifiant de la drogue, il s'étend avec délice sur des coussins. Watson. Voilà des années que vous avez recours à cette satanée drogue. Et les doses augmentent de plus en plus tous les jours. Jusqu'à la fin. Holmes. Voilà des années que je déjeune tous les jours, Watson. Et il en est de même jusqu'à la fin. Watson. En déjeunant, on se nourrit. Avec ces drogues, vous vous empoisonnez. Leurs ravages sont lents, mais certains. Et elles vous changent un homme du tout au tout. Holmes. Je suis tellement dégoûté de moi-même que je ne serais pas fâché de changer. Watson. Holmes, je vous assure. Holmes. Ne perdez pas votre temps, mon vieil ami, et changeons de conversation. Puisque vous avez toujours manifesté un enthousiasme excessif, à mon avis, pour les petites aventures de ma vie, voulez-vous que je vous mette au courant de la dernière ? Watson. Volontiers. De quoi s'agit-il ? Holmes. Du cas du professeur Moriarty. Watson. Moriarty ? Je ne me rappelle pas que vous m'ayez jamais parlé de cet homme-là. Holmes. Un rude homme, un génie dans son genre, Watson. On l'a surnommé dans son monde le Napoléon du crime. Rien que ça. Tapi comme une araignée au centre de sa toile, il guette les mouches qui s'aventurent à sa portée. Et cette toile a des milliers de ramifications qui s'étendent sur toute surface du globe. Watson. Diable, voilà qui est intéressant. Holmes. C'est surtout maintenant que l'intérêt atteint son point culminant, car demain soir, quand 10 heures sonneront, l'heure du professeur Moriarty sonnera en même temps, et le Napoléon du crime aura, je l'espère, fini sa carrière. Alors, nous assisterons au plus grand procès criminel du siècle. Ce n'est pas 10, ce n'est pas 50, c'est 100 mystères insondables, jusqu'à ce jour, qui s'éclairciront à la fois. 100 forfaits dont chacun mérite la corde. Watson. Mais lorsque cet extraordinaire criminel se sentira définitivement traqué, il se défendra terriblement. Holmes. Il se défend déjà, mon cher, et il est en train de me faire l'honneur de concentrer toutes les ressources de son organisation sur un seul but. Me supprimer. Watson. Et là, voilà qui est dangereux. Holmes. Bah, s'il réussit, cela m'épargnera de recourir à ces pauvres remèdes auxquels vous en voulez tant. Je passe ma vie à essayer d'échapper aux banalités de l'existence. Si le professeur Moriarty peut m'y aider, ce sera un bonheur pour moi. Watson. On peut échapper aux banalités de l'existence sans courir de pareils risques. Vous l'avez bien prouvé, Holmes. Et rien que le désir de démêler l'écheveau des énigmes qu'on vous demande chaque jour de débrouiller vaut la peine de vivre. Holmes. C'est bien monotone, allez. Watson. Monotone ? Dites que c'est palpitant. Tenez, cette affaire dont vous commenciez à vous occuper la dernière fois que je vous ai vu. Ces lettres écrites à une jeune femme par je ne sais plus quel grand personnage. Une affaire sensationnelle, si je m'en souviens bien. Vous aviez trouvé, pensiez-vous, le moyen de forcer leur propriétaire à désigner elle-même la place où elle les cachait. Eh bien, votre plan a-t-il réussi ? Holmes. De point en point. Watson. Alors, la dame s'est trahie ? Holmes. Oui, mon brave Watson. Tout s'est passé comme je l'avais supposé. J'ai mis la main, grâce à mon stratagème, sur ce fameux paquet de lettres, et je l'ai restitué à Miss Alice Brent. Watson, stupéfait. Restitué ? Pour quel motif ? Holmes. Parce que c'eût été un vol de le garder, son contenu étant la propriété absolue de cette jeune fille. Watson. Mais alors, vous avez perdu votre temps ? Holmes. Non.
si je suis parvenu à gagner la confiance de Miss Brent. Ne pouvant m'approprier ses lettres et ses photographies sans son consentement, ma seule ressource était de la décider à me les remettre de son plein gré. Or, les lui restituer, alors qu'elle les croyait perdues pour elle, c'était le premier pas vers sa confiance. Le second dépend de ce qui va se passer aujourd'hui, et j'attends Foreman pour me renseigner sur ce point. Scène 3. Les mêmes, Thérèse. Thérèse rentre introduite par Billy. Elle semble hors d'haleine et sous le coup d'une profonde émotion. Thérèse. Je vous demande pardon, monsieur. Le groom, quand il a su de la part de qui je venais, m'a dit que vous seriez heureux de me voir tout de suite. Holmes. Et de la part de qui venez-vous, mademoiselle? Thérèse. C'est Benjamin. Benjamin, le maître d'hôtel, qui m'envoie. Holmes, vivement. Vous êtes la bienvenue. Merci, Billy. Vous avez été intelligent comme d'habitude. Billy salue et sort. Holmes. Maintenant, mademoiselle, je vous écoute. Thérèse. Monsieur, je suis femme de chambre dans une maison où Benjamin sert également. Comme je lui disais hier mon intention formelle de quitter ma place, il m'a donné votre adresse en m'engageant à venir vous voir. Holmes. Dois-je comprendre que vous étiez au service de madame Murray? Thérèse. Justement. Holmes. Vous êtes française, je crois. Thérèse. Oui, monsieur, c'est à Paris que madame Murray m'a engagée. Holmes. Et qu'avez-vous à me dire de si pressé? Thérèse. Il s'agit du maître d'hôtel qui me recommandait à vous. Holmes. De Benjamin? Thérèse. J'ai peur pour lui. Je suis sûre qu'il lui est arrivé quelque chose. Je n'ai pas osé descendre pour aller y voir. Holmes. Descendre? Où cela? Thérèse. Dans la cave. Il y est allé, lui, et il n'est pas remonté. Holmes. Il sonne. Puis il va à la table, tire un revolver d'un tiroir et le glisse dans sa poche. Vraiment? Et savez-vous qui l'y a envoyé? Thérèse. Parbleu. C'est le singe. Se reprenant. Oh, pardon. C'est un mot de Paris qui me revient. Je veux dire, le patron. Holmes. Orlebar? Thérèse. Je ne sais pas s'il s'appelle Orlebar. Je ne le connais que sous le nom de Murray. Holmes. Et y avait-il longtemps que Foreman était descendu à la cave lorsque vous avez quitté la maison? Thérèse. Non, car le soupçon m'est venu tout de suite. Dès que j'ai entendu l'horrible bruit. Elle se couvre la figure. Ah, ce bruit! Holmes. De quel bruit parlez-vous, mademoiselle? Voyons, tâchez d'être calme et de me répondre nettement. À quoi ressemblait-il, ce bruit? Thérèse. C'était comme le cri d'angoisse d'un homme assailli et frappé à l'improviste. Holmes, à Billy qui entre. Billy, mon pardessus, mes bottines, vous irez ensuite chercher une voiture. Dépêchez. Il va au tiroir de la table et en tire un second revolver. Billy. Bien, monsieur. Holmes, revenant à Thérèse. Avez-vous remarqué si quelqu'un était descendu à la cave à la suite de Benjamin? Thérèse. Non, monsieur, je ne l'ai pas remarqué. Holmes, à Billy qui a mis le pardessus sur le canapé et les bottines sur le parquet. Maintenant, ma canne. Tendant à Watson le second revolver. Prenez ceci, Watson. Vous viendrez avec moi? Thérèse. Est-ce que je ne ferais pas bien de vous accompagner aussi? Holmes. Non. Attendez-moi ici, au contraire. On entend au dehors des pas précipités. Mais que désirez-vous donc? Il me semble reconnaître le pas de Foreman. Benjamin paraît à la porte. Thérèse, haletante. Ah! Quel bonheur! Scène 4. Les mêmes. Benjamin. Il entre rapidement. Ses vêtements sont couverts de charbon et déchirés en plusieurs endroits. Son désordre ne doit rien avoir de comique. Il a au front, au-dessus de la tempe, une blessure saignante. Holmes, qui commençait à ôter sa robe de chambre, en rattache la cordelière. Benjamin, très maître de lui, les pieds sur la même ligne, les mains au corps, attitude militaire. Rien de nouveau depuis votre départ, monsieur. Sauf ce matin, un peu après 9 heures. Holmes, l'arrêtant, 1 minute, se tournant vers Thérèse et lui montrant la porte à droite. Mademoiselle, voulez-vous me faire le plaisir d'entrer dans cette chambre
et de vous y reposer un instant ? Thérèse, que le récit de Benjamin semble intéresser. « Mais je ne suis pas fatiguée. » Holmes. « Alors, promenez-vous de long en large. Je viendrai vous chercher quand j'aurai besoin de vous. » Thérèse. « Ah, bien, monsieur. » Elle sort. Holmes ferme la porte derrière elle, puis il se tourne vers Watson, et pendant tout le reste de la scène, il demeure l'oreille aux aguets, épiant tous les bruits qui peuvent venir du dehors. Holmes. Donnez donc un coup d'œil à cette blessure, Watson. Benjamin. Ce n'est rien, monsieur. Holmes. Regardez tout de même, cher ami. Watson, examinant la blessure de Benjamin. Un mauvais coup, mais heureusement peu dangereux. Holmes. Bon. Alors, pendant que Benjamin parle, Holmes jette de temps en temps un coup d'œil sur la porte par laquelle Thérèse est sortie, mais sans que ce jeu de scène détourne son attention du récit du maître d'hôtel. Benjamin. Orlebar et sa femme sont sortis. Je les ai vus prendre une voiture presque devant la porte. Elle est revenue 2 heures après, toute seule. Quelques instants plus tard, un vieux bonhomme avec l'accent étranger a sonné et l'a demandé. Elle l'a reçu et s'est enfermée avec lui dans la bibliothèque, où ils se sont mis à mijoter quelque chose ensemble. Je les ai observés par la fente que j'avais pratiquée à la porte. Ils étaient occupés à confectionner un paquet en tout point semblable à la liasse de lettres qui est entre les mains de Miss Brent. Il faut vous attendre, de ce côté, à quelques pièges, monsieur. Merci, monsieur le docteur. Holmes. Piège dans lequel nous essayerons de prendre ceux qui veulent nous le tendre, mon brave Foreman. Et Orlebar, à quel moment est-il entré ? Benjamin. Dans l'après-midi, vers 3 heures. Holmes. Semblait-il irrité contre vous ? Benjamin. Il faisait ce qu'il pouvait pour ne pas en avoir l'air, mais au fond, je suis sûr qu'il l'était. Holmes. Après une seconde de réflexion. Il a dû avoir une consultation au dehors avec quelques conseillers. Et sa femme, quel sentiment vous témoignait-elle ? Benjamin. Maintenant que j'y songe, je me rappelle qu'en entrant, elle m'a lancé un mauvais regard. Holmes. C'est qu'elle était présente à la consultation. On a dû les engager à se débarrasser de vous. Orlebar vous a envoyé à la cave sous un prétexte quelconque. Et vous avez été attaqué dans l'obscurité par 2 hommes, peut-être 3. Vous avez reçu sur la tête un coup d'un de ces boudins remplis de sable qui sont l'arme favorite des malfaiteurs d'aujourd'hui. Vous avez eu de la chance de trouver à votre portée pour vous défendre un de ces morceaux de bois qui servent à mettre les tonneaux de bière sur chantier. Mouvement d'étonnement de Benjamin. Oui, vous avez encore une écharde au coin de votre ongle. Et vous êtes parvenu à vous échapper dans l'obscurité en vous faufilant à travers les tas de charbon. Benjamin, avec admiration. C'est exactement ce qui s'est passé, monsieur. Watson. Quel homme! Holmes, réfléchissant. Sûrement, ils se sont adjoints un associé. Un homme dangereux, à ce que je vois. Non seulement c'est lui qui a ourdi contre vous ce petit complot, mais la confection de ce second paquet dont vous me parlez est certainement due à son inspiration. Il est probable que d'ici peu de temps, je recevrai une proposition d'Orlebar pour me vendre les fameuses lettres. Pas les vraies, bien entendu. Il prétendra que Miss Brent a changé d'avis et se décide à les négocier. Un rendez-vous me sera offert pour en causer, dans lequel il s'efforcera de me faire payer le plus cher possible son petit travail de faussaire. Après quoi? Scène 5. Les mêmes, Billy. Billy portant une lettre sur un plateau. « C'est une lettre, monsieur. Une lettre très importante, a dit le commissionnaire. » Holmes, sans prendre la lettre. « Tenez, ou je me trompe fort, ou voici la communication en question. Ayez donc la complaisance de me lire cette lettre, Watson. Mes yeux ne valent plus grand-chose. C'est la faute de tous ces petits flacons que vous aimez tant. » Watson, ouvrant la lettre. « Cher monsieur. » Holmes, qui s'est étendu sur un fauteuil encombré de coussins. « Ah bah, qui donc m'écrit si familièrement ?» Watson. « C'est signé James Orlebar. » Holmes. « Hein ? Quelle bonne surprise. Voyons ce que cet excellent James désire de moi.
Watson. J'ai l'honneur de vous informer que Miss Brent a changé d'avis en ce qui concerne les lettres que vous désirez obtenir d'elle. Elle est prête à vous les céder sous certaines conditions, que Miss Brent me laisse le soin de débattre avec vous. Je vous avise donc que, contre argent comptant, tous les documents, y compris les portraits, seront à votre disposition. Si vous désirez vous entretenir avec moi à ce sujet, nous pourrons nous voir ce soir chez un de mes amis, en son domicile de la Cité à 11h. Trouvez-vous à 10h30 au coin du pont de Waterloo. Une voiture fermée vous attendra et le cocher vous conduira à la maison en question. Si vous vous faisiez suivre ou si vous essayez n'importe quelle tentative hostile, il est inutile de vous dire que l'affaire proposée avorterait du même coup. Votre bien sincèrement, James Orlebar. Pendant qu'il lit, Holmes écrit nonchalamment quelques lignes. Holmes. Ce soir 10h30, une voiture au coin du pont de Waterloo. Personne ne doit m'accompagner, ni me suivre, ou l'affaire est dans l'eau. C'est bien cela, n'est-ce pas? Watson. C'est bien cela. Holmes, tandis qu'il cachette son billet. Billy. Billy. Monsieur désire. Holmes, lui tendant le billet qu'il vient d'écrire. Remettez ceci à l'homme qui attend. Billy. C'est une femme, monsieur. Holmes, l'œil fixe devant lui. Ah? Vieille ou jeune? Billy. Entre deux âges. Holmes. Elle est venue en cab? Billy. Non, monsieur, dans une voiture fermée. Holmes. Connaissez-vous le cocher? Billy. J'ai déjà vu sa figure, mais je ne peux me rappeler où. Holmes. Remettez ce mot à cette dame, et regardez encore une fois la tête de ce cabman. Billy, prenant la lettre. Oui, monsieur. Il sort. Scène 6. Watson, Holmes, Benjamin, puis Thérèse. Watson. Ai-je bien compris, Holmes? Votre intention est d'aller à ce rendez-vous? Holmes. Vous l'avez dit. Watson. Mais c'est le faux paquet qu'ils veulent vous vendre. Holmes. Je l'espère bien, car c'est précisément celui dont j'ai besoin. Watson. À quoi peut-il vous servir? Holmes. À me donner le moyen, mon cher Watson, de mettre enfin la main sur le vrai. Il va à la porte de la salle à manger et appelle. Mademoiselle. Watson. Mais cet homme-là vous veut du mal. Holmes, touchant sa poitrine du bout du doigt. Croyez-vous que cet homme-ci lui veuille beaucoup de bien? À Thérèse qui vient d'entrer. Ayez la complaisance, mademoiselle, de prêter une attention scrupuleuse à ce que je vais vous dire. Ce soir, à 11h, j'ai rendez-vous avec M. Orlebar dans le but de lui acheter le paquet de lettres dont vous venez de nous entendre parler pendant que vous écoutiez par le trou de cette serrure. Thérèse, confuse. Moi, monsieur? Holmes. Je ne vous en veux pas, mais je désire que vous mettiez Miss Brent au courant de mon acquisition, en lui laissant supposer que je crois faire l'emplette du vrai paquet de lettres. Thérèse. Je comprends très bien, monsieur. Holmes. Vous êtes intelligente. Un mot encore. Demain soir, je vous demanderai de bien vouloir accompagner votre maîtresse ici. J'ai, avec 2 diplomates étrangers, le comte Stalberg et le baron d'Altenheim, une entrevue à laquelle je serais heureux que Miss Brent pût assister. D'ailleurs, vous recevrez des instructions demain matin. Thérèse. Bien, monsieur. Elle salue et sort. Holmes. Foreman. Benjamin. Monsieur. Holmes. Prenez votre transformation de mendiant numéro 14 et faites-moi le plaisir d'explorer, dans un périmètre d'1 mille environ, les bars qui entourent la maison des Orlebar. Tâchez, si vous le pouvez, de recueillir quelques indices sur leur nouvel associé. J'en ai besoin. Entendez-vous? Absolument besoin. Benjamin. C'est compris. Scène 7. Sherlock Holmes, Watson, Benjamin, Billy. Billy entrant. Monsieur, il y a en bas, à la porte de la rue, un homme qui voudrait parler à monsieur Benjamin Foreman. Holmes, il se dirigeait sur la gauche, s'arrête brusquement. Ah ah!
Il ne serait peut-être pas mauvais de jeter un regard sur cet individu. Faites-le monter, Billy. Billy. Il ne peut pas, monsieur. Il est en train de surveiller un homme dans la rue. C'est un détective. Benjamin. Un détective? Si j'allais voir ce qu'il veut. Holmes. Non. Benjamin s'arrête. Holmes réfléchit. Pourtant. Si. Peut-être. Mais avant, examinez bien l'homme, et soyez prêt à tout événement. Benjamin. Vous pouvez vous fier à moi, monsieur. Il sort. Holmes. Billy, suivez Foreman, et venez me dire comment cela se passe avec ce détective. Billy. Oui, monsieur. Il sort derrière Benjamin. Watson à Holmes qui semble écouter et réfléchir. Voilà qui devient de plus en plus intéressant. Un temps. Holmes ne répond pas, il écoute toujours, puis se dirige vers la fenêtre à travers laquelle il jette un regard. Watson. Dites-moi, mon cher Holmes, puisque vous avez eu la bonté de me dire déjà quelques mots de cette affaire. Holmes, l'interrompant. Une seconde, je vous prie. Il sonne. Un silence après lequel Billy entre. Holmes. Foreman est toujours en bas. Billy. Non, monsieur, il est parti avec l'homme. Watson. Alors c'était vrai cette communication? Holmes. Peut-être. Merci, Billy. Billy sort. Vous parliez, Watson, de cette affaire de Miss Brent? Watson. Précisément. J'en connais le commencement. N'aurez-vous pas l'amabilité de me mettre au courant du reste? Holmes. Que voulez-vous que je vous dise de plus? Watson. Par exemple, ce que vous avez l'intention de faire de ce faux paquet de lettres pour lequel vous allez peut-être risquer votre vie. Holmes, regardant Watson pendant quelques minutes avant de parler. J'ai l'intention, à l'aide de ce faux paquet, de décider Miss Brent à me donner volontairement l'original. Je serai obligé, pour parvenir à mon but, d'avoir recours à un stratagème qui me fait presque honte, et auquel je ne me serais certainement pas arrêté si j'avais connu cette jeune fille comme je la connais aujourd'hui. Paraissant absorbé par une autre idée tout à fait étrangère à la question qui le préoccupe. Oui, c'est mal. C'est très mal, de ma part, d'agir ainsi, car elle est charmante, cette enfant, Watson. Absolument et en tout point charmante. Watson le regardant avec étonnement. D'ordinaire, mon excellent ami, quand vous êtes attelé à votre besogne, vous ne vous préoccupez guère du charme des femmes en face desquelles vous vous trouvez. Holmes. C'est vrai. Mais je n'ai pas pu rester indifférent à celui-là. Watson le regardant avec une surprise croissante. Vraiment? Serait-il donc possible que cet inattaquable cœur eût subi... Billy entrant. Que monsieur m'excuse, mais Benjamin vient d'envoyer de chez le pharmacien du coin pour dire que sa tête lui fait plus mal que tout à l'heure et qu'il serait obligé au docteur Watson s'il voulait venir y donner un coup d'œil. Watson. Certainement. J'y vais tout de suite. Prenant son chapeau. C'est singulier. Cette blessure n'avait pourtant pas l'air si sérieuse. Ah, Holmes. Je reviens dans 5 minutes. Il sort. Un temps. Holmes. Billy? Billy. Monsieur? Holmes. Qui est venu faire cette commission de la part de Foreman? Billy. Le garçon du pharmacien? Holmes. Lequel de ces garçons? Billy. Ce doit être un nouveau, car je ne l'avais encore jamais vu. Holmes, vivement. Vite, Billy, courez derrière le docteur. Je redoute pour lui quelque danger. Revenez me mettre au courant immédiatement. Ne prenez pas la peine de monter jusqu'ici. Sonnez 2 fois à la porte d'en bas. J'entendrai. Surtout, hâtez-vous. Billy. J'y cours, monsieur. Il sort rapidement. Holmes reste sans bouger et comme hésitant. Il fait un pas vers la salle à manger, puis s'arrête brusquement, prêtant l'oreille. Il se tourne vers la cheminée et prend une pipe dans sa main gauche. Il la bourre et l'allume tout en écoutant. La pipe entre les dents,
Il va vers la table où il a déposé son revolver et le glisse dans la poche de sa robe de chambre, où il continue à le tenir dans sa main. Il semble très à l'aise et ne perd pas de vue la porte. Scène 8. Sherlock Holmes, Moriarty. Moriarty entre par la porte de l'antichambre. Il marche d'un pas résolu, mais s'arrête sur le seuil, les yeux fixés sur Holmes. Il tient sa main droite derrière son dos. Au moment où Moriarty fait un pas en avant, la main de Holmes se crispe involontairement dans la poche de sa robe de chambre. Moriarty, avec calme. « C'est une dangereuse habitude de garder des armes à feu dans la poche de sa robe de chambre. » Holmes. « Dans 3 minutes, on vous transportera à l'hôpital si vous continuez à garder votre main derrière le dos. Laissez votre revolver où il est, vous entendez ? » Moriarty. « Soit, je désarme, mais c'est à la condition que vous m'imiterez. » Les 2 hommes, très lentement, remettent dans leurs poches les revolvers qu'ils en avaient brusquement tirés. Holmes. « Voilà, il faut savoir faire des concessions aux gens qu'on reçoit. » Moriarty. « Vous ne me connaissez évidemment pas, monsieur Holmes. » Holmes, retirant sa pipe de sa bouche et laissant échapper une bouffée de fumée. « Je vous demande pardon. J'ai ce plaisir. Je dirais même que depuis un instant, je vous attendais. Veuillez prendre une chaise, monsieur Moriarty. Si vous avez, comme il me semble, quelque communication à me faire, j'ai 5 minutes à vous accorder. » Un temps. Moriarty fait un mouvement avec sa main droite, comme pour prendre quelque chose dans son pardessus. Il s'arrête brusquement en voyant Holmes l'ajuster avec son revolver, et sa main reste dans la position exacte où elle s'est arrêtée. Holmes. « Pardon, mais puis-je vous demander ce que vous alliez faire ? » Moriarty. « Regardez l'heure à ma montre, puisque votre temps est si mesuré. » Holmes. « Ne prenez pas cette peine. Je vous dirai quand les 5 minutes seront écoulées. » Moriarty s'avance lentement jusqu'au dossier de la chaise que lui a désigné Holmes, sur lequel il continue à avoir les yeux fixés. Il ôte son chapeau et s'incline doucement pour le poser sur un tabouret. Holmes replace son revolver sur la table. Mais, à ce moment, Moriarty lève à nouveau sa main droite. Holmes reprend tranquillement son revolver, prêt à tout événement. Moriarty, en voyant le geste de son adversaire, porte la main à sa gorge. Il ôte un cache-nez de laine qui lui entoure le cou et le met dans son chapeau. Pendant ce temps, simultanément, Holmes regagne l'autre côté de la table qui se trouve ainsi entre deux et pose son revolver sur cette table. Moriarty. « Vous devez probablement avoir réfléchi à ce que je viens vous dire. » Holmes. « Et vous avez sans doute réfléchi à ce que je vais vous répondre. » Moriarty. « M'est-il permis de vous demander, monsieur Sherlock Holmes, s'il entre dans vos intentions de continuer à vous occuper de moi encore longtemps ? » Holmes. « Mais jusqu'à ce que je sois arrivé au but que je poursuis, monsieur Moriarty. » Moriarty. « Je regrette cette détermination, et moins pour moi, laissez-moi vous le dire, que pour vous. » Holmes. « Je partage vos regrets, professeur, mais à votre endroit seulement, et à cause de la position fâcheuse dans laquelle vous allez prochainement vous trouver. » Moriarty. « Puis-je vous demander à quelle position vous faites allusion ? » Holmes. « Mais à celle qu'occupe généralement 5 ou 6 pieds du sol, au bout d'une corde, l'homme que la loi condamne à être pendu. » Moriarty fait un pas vers Holmes. Il s'arrête immédiatement en voyant la main de celui-ci se poser sur son revolver. Moriarty. « Et vous vous figurez que je vous laisserai le loisir de contempler ce réjouissant spectacle ? » Holmes. « Ceci me préoccupe fort peu, pourvu que le spectacle ait lieu. » À cette réponse, Moriarty fait un mouvement brusque. Holmes saisit son arme et le met en joue. Moriarty est maintenant tout près de la table qui, seule, le sépare d'Holmes. Moriarty, avec colère. « Savez-vous que vous avez une belle audace de me faire en face un pareil aveu ? »
Mais cette audace vient de votre ignorance. Avez-vous l'illusion de croire que je serais ici si je n'avais pris toutes mes mesures pour garantir ma sûreté ? Holmes. Non, professeur. Je ne vous méconnais pas au point de vous supposer un tel courage. Moriarty. Vous savez, n'est-ce pas, que votre ami le docteur et votre fidèle Benjamin ne seront pas de retour avant quelque temps ? Holmes. Je m'en doute. Moriarty. Puisque leur absence prolonge notre tête-à-tête, nous allons pouvoir traiter de nos affaires en toute tranquillité, sans crainte d'être dérangés. Et d'abord, je désirerais appeler votre attention sur quelques remarques que j'ai notées sur ce carnet. Il porte rapidement la main à sa poche de côté. Holmes. Bas les mains. Moriarty arrête brusquement son mouvement. Bas les mains, je vous dis. Je vous dispense de me montrer le carnet auquel vous faites allusion. Moriarty laisse retomber sa main sur son genou. Moriarty. C'est dans le but de... Holmes. C'est un but qui ne m'intéresse pas. Moriarty, faisant une nouvelle tentative pour lever les mains. Mais je voudrais vous montrer. Holmes. Et moi, je ne veux pas voir. Je vous répète que ce carnet m'est indifférent. Cependant, il appuie de la main gauche sur la sonnette électrique en tenant toujours son revolver de la main droite. Je vais vous prouver encore mon souci d'être agréable à mes hôtes. Un silence. Moriarty. Il me semble que votre domestique ne répond pas vite à votre sonnette. Holmes. Tranquillisez-vous, il finira bien par répondre. Moriarty. Peut-être tardera-t-il plus que vous ne le supposez. Moriarty a repris son foulard qu'il remet à son cou, essayant encore, à l'abri de ce mouvement, de porter la main droite à sa poche. Un geste de Holmes, armé de son revolver, l'arrête. Holmes. Je vais sonner encore une fois. Il sonne. Moriarty, froidement. Je croisais à peu près certain qu'il ne viendra pas. Holmes, avec indignation. Vous vous seriez attaqué à cet enfant ? Moriarty. Quelle supposition ! Mais il est peut-être retenu malgré nous. Holmes. Cela peut en effet arriver à tout le monde. Qui sait si demain, monsieur Moriarty, le même désagrément ne vous arrivera pas ? Scène 9. Les mêmes, Billy. Billy entre en courant, sa livrée est complètement en lambeaux, le devant de sa veste n'existe pour ainsi dire plus. Geste de colère de Moriarty à sa vue. Billy. Excusez-moi, monsieur, mais tandis que je courais chez le pharmacien, un ivrogne qui marchait en sens inverse m'a heurté et je suis tombé par terre. Holmes. Et vous avez mis si longtemps à vous relever ? Billy. C'est qu'au même moment, une automobile descendait la rue à toute vitesse. Le conducteur n'a pas eu le temps d'arrêter. Holmes. Et ? Billy, souriant. Et la voiture m'a passé sur le corps. Mais quand on est agile, il faut que ça serve. Je me suis allongé vivement dans le sens de l'automobile et je m'en suis tiré comme monsieur voit. Par exemple, ma livrée a été plus endommagée que moi. Holmes. Je suis heureux, Billy, que vous ayez pu échapper à ce danger. Et je suis certain que monsieur, qui semblait s'intéresser à votre aventure, partage le plaisir que j'éprouve. Billy, à Moriarty. Merci bien, monsieur. Holmes. Justement, Billy, monsieur désirerait que vous lui rendiez le service de prendre quelque chose dans la poche droite de son vêtement. Holmes a désigné Moriarty en étendant sa main droite, qui est toujours armée de son revolver. Mouvement de Moriarty, encore une fois calmé à la vue de l'arme. Il n'est pas tout à fait dans son assiette aujourd'hui, et le moindre mouvement le fatigue. Ayez donc la complaisance de faire celui-là pour lui, dans la poche droite. Billy, obéissant à Holmes, va à Moriarty et tire de la poche de celui-ci un revolver. Billy. Est-ce cela, monsieur ? Holmes. Parfaitement. Veuillez poser cette arme sur la table. Pas là, Billy. Un tout petit peu plus près de moi. Billy, après avoir mis le revolver sur la table à portée de Holmes. Faut-il voir s'il y en a un autre ? Holmes. Inutile de vous donner cette peine.
Les tentatives réitérées de monsieur pour tirer cette arme de sa poche me font croire qu'il ne doit avoir que celle-là sur lui. Billy. C'est tout ce que monsieur désire? Holmes. Maintenant que vous avez votre carnet, professeur, je ne pense pas que les services de mon groom vous soient nécessaires plus longtemps. Non? Vous pouvez vous retirer, Billy. Pendant que Billy sort, Holmes joue négligemment avec le revolver de Moriarty. Moriarty, les dents serrées. Parlons peu et parlons bien. Le 4 janvier dernier, vous avez commencé à vous occuper de moi. Le 23, vous m'avez gêné. Et aujourd'hui, à la fin d'avril, vous semblez décidément vouloir vous attaquer à ma liberté. Holmes. À quelle conclusion en arrivez-vous? Moriarty. À celle que je vais vous notifier. Si vous ne vous décidez pas à me laisser tranquille, monsieur Holmes, à partir de la minute présente, je ne donnerai plus ça de votre vie. Jeu de scène, en faisant claquer son ongle sur ses dents. Holmes. Eh bien, mon cher monsieur Moriarty, je vais entrer dans vos vues. Mouvement de Moriarty. Je suis décidé à ne plus m'occuper de vous à compter de demain soir 10 heures. Moriarty. Pourquoi ce délai? Holmes. Parce qu'à cette heure-là, cher monsieur, vous signerez vous-même votre écrou à la prison de Newgate. Et que moi non plus, je ne donnerai pas ça de votre vie. Même jeu de scène que plus haut. Moriarty. J'avais raison tout à l'heure de dire que vous ne me connaissez pas. Il y a 24 heures d'ici à demain, c'est-à-dire 24 fois plus de temps qu'il n'en faut pour déblayer ma route de tout ce qui la gêne. J'avais provoqué cet entretien pour vous offrir une chance de salut, en renonçant à une lutte qu'aucune police du monde n'est de taille à soutenir. Votre intelligence m'intéressait, car je sais apprécier le talent et j'hésite à le supprimer quand je peux faire autrement. Vous ne l'avez pas compris. Tant pis pour vous. Holmes. Quand j'étais tout petit, monsieur Moriarty, ma nourrice m'a appris à ne pas trembler devant les fantômes et les loups-garous. Moriarty. Votre nourrice était une femme de bon sens, monsieur Holmes, mais elle aurait dû vous dire qu'il y a des loups-garous qui mordent et des fantômes qui tuent. Tous les deux se bravent du regard. Holmes. Je suis désolé, professeur, mais le plaisir de votre conversation me fait oublier des affaires importantes auxquelles je dois mes soins. Il se tourne du côté de la cheminée et semble chercher une allumette. Moriarty se lève doucement, prend son chapeau, les yeux fixés sur Holmes. À la vue du revolver qui est resté sur la table, il fait lentement un pas de côté et dépose son chapeau à côté du pistolet pour ajuster son foulard. Holmes enflamme une allumette et allume nonchalamment sa pipe. Moriarty, en reprenant son chapeau, dirige doucement la main vers son revolver qu'il parvient à saisir. Moriarty. Je vous ai averti du danger que vous couriez. Mes conseils ne vous ont pas persuadé. Ceci vous convaincra peut-être. Rapidement, il lève son arme vers Holmes et appuie sur la gâchette pour faire feu. Holmes s'est retourné tranquillement sur lui, continuant à allumer sa pipe, de telle sorte que l'arme est dirigée en plein sur son visage. On entend le claquement du chien répété 3 ou 4 fois de suite, sans que le revolver parte. Holmes. Excusez-moi. Il jette son allumette et prend dans la poche de sa robe de chambre plusieurs cartouches qu'il jette dans le chapeau que tient Moriarty. Je ne supposais pas que vous auriez encore besoin de votre revolver. J'avais retiré les cartouches et je les avais mises dans ma poche. Mais vous les trouverez là, au complet. Moriarty, maîtrisant son dépit et avec dédain. C'est de l'escamotage, cela, monsieur Holmes. Holmes, souriant. Dans notre métier, il faut bien faire un peu de tout. Il va à la cheminée et sonne. Mouvement de rage de Moriarty. Billy, entrant. Monsieur a sonné. Holmes. Reconduisez monsieur, Billy, avec tous les égards qui lui sont dus. Billy. Par ici, monsieur. Moriarty.
Il regarde Holmes avec rage en lui tendant le poing. « Nous nous reverrons, Sherlock Holmes !» Holmes. « J'en serai toujours enchanté, professeur Moriarty. » Il continue à allumer sa pipe et lance presque au visage de Moriarty une longue bouffée de fumée. Celui-ci, avec un geste de fureur, se dirige vers la porte que lui indique Billy. Rideau.